pouvoir commencer. Bienvenue à tous. Alors, dans le cadre des programmes intégration IA de l'IAE Paris-Sorbonne et de Néocognition, et dans le cadre du club alumni de l'IAE Paris, le club IA Performance et Management, on a le plaisir d'accueillir ce soir Judicaël Poumet, qui est docteur en intelligence artificielle, qui est codeur IA au sein de Néocognition et qui a développé toute une série de choses dans le cadre de Néocognition, notamment une partie de nos technologies liées aux bots IA qui ont été développées, et Judicaël qui a aussi une activité de consulting et d'accompagnement intégration IA au sein d'organisations et notamment de grandes organisations. Judicaël Poumet qui va intervenir ce soir auprès de nous sur le thème suivant: comprendre l'IA, origine, usage et enjeux. Il est prévu que ce webinaire s'arrête à 19 heures, donc il y aura à peu près 35 à 40 minutes d'intervention de Judicaël, et puis ensuite un petit moment pour les questions-réponses. Merci à vous d'être là, Judicaël, et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle et essayer d'un peu comprendre d'où est-ce que ça vient. Je vais parler un petit peu de l'histoire de l'IA jusqu'à nos jours. Ensuite, je vais un peu parler des impacts économiques et des applications réelles, les cas pratiques par secteur. Et on finira par parler des risques, des régulations, des enjeux, et puis des perspectives futures de l'IA. Alors, parlons un peu de l'histoire de l'IA, parce que aujourd'hui, quand on parle d'IA, tout le monde pense à GPT, au LLM, mais l'IA, c'est très très vieux, en réalité. Donc l'IA, les premières théorisations des réseaux de neurones, c'est-à-dire la technologie qu'on utilise aujourd'hui comme les LLM, ce sont des grands réseaux de neurones. Le premier réseau de neurones théorisé, c'est 1943. Donc c'est très 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 vieux, et je vais expliquer pourquoi c'est important un peu plus tard. Mais vraiment, je dirais c'est 1956, c'est l'année de naissance officielle de l'IA. Dans les années 50, il s'est passé tout un tas de choses. Entre autres, on a commencé à traduire des textes grâce à des systèmes informatiques. Mais à l'époque, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas aussi bien qu'on le voulait, parce qu'on n'avait pas les ressources, on n'avait pas les capacités à l'époque. Et donc, il a fallu attendre tout un temps avant que cette technologie commence réellement à être efficace. Et c'est en 1997 qu'on a eu le premier, le premier touché au grand public, où il y a eu Deep Blue qui a battu Garry Kasparov aux échecs. Et donc là, on commence à en parler au niveau du grand public, mais il faudra vraiment attendre ChatGPT en 2022 pour que l'IA devienne vraiment démocratisée. Et puis aujourd'hui, comme vous le savez peut-être plus, euh, ces outils sont de plus en plus utiles, de plus en plus performants, et il y a tout un tas de choses qui ont évolué, que je vais expliquer avec le reste des slides. Alors je parle de cette histoire parce que c'est important de savoir que l'IA c'est vieux, et effectivement, il y a eu ce qu'on appelle des grands hivers de l'IA. C'est-à-dire que dans les années 50, on avait un grand enthousiasme avec l'évolution de l'IA, et on pensait qu'on allait aller bien loin avec ça, et puis soudainement, les performances n'étaient pas en raccord avec nos attentes, et puis il y a eu une grosse perte d'intérêt, une grosse perte d'investissement, à partir des années jusqu'aux années 73-80. Et puis, de nouveau, il y a une nouvelle attrait qui se redéveloppe avec de nouvelles formes d'IA. Et encore une fois, un effondrement des intérêts et des investissements, de telle sorte que dans les années 2000, dans les années 90-2000, parler d'IA dans une demande de fonds pour faire de la recherche, c'était presque suicidaire, quoi. C'était la meilleure manière de ne pas avoir des fonds. Et donc, l'IA, vraiment, c'est une histoire de haut et de bas. Et c'est important de savoir ça parce qu'aujourd'hui, on est persuadé que l'IA va encore une fois monter et continuer, mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, ça s'est effondré à plusieurs reprises. On n'est pas à l'abri d'un plateau ou d'un grand mur qu'on ne puisse pas passer. Et donc, il
Je suis très optimiste par rapport à l'IA, mais aussi en regardant l'histoire, j'essaye d'être réaliste par rapport à ce qu'il faut attendre de cette technologie. Alors, une année en particulier très importante, c'est 2012, parce qu'à partir de 2012, les réseaux de neurones commencent à être réellement efficaces dans la recherche académique. On voit des modèles qui commencent enfin à servir à quelque chose et à être compétitifs comparés à d'autres méthodologies, comme les arbres de décision ou la régression linéaire. Et 2015, c'est l'année où enfin les réseaux de neurones sont capables d'avoir une performance similaire à l'humain en analyse d'image. Et donc, à partir de là, on a vraiment une explosion de la technologie des réseaux de neurones. 2017, c'est la sortie de Transformer, qui est l'architecture neuronale qui permet à ChatGPT de fonctionner. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû, entre autres, à une explosion de la quantité de données qu'il y a sur Internet, qu'il n'y avait pas avant et qu'il a fallu accumuler avec le temps. Tous ces modèles comme ChatGPT sont des modèles qui demandent énormément de données pour fonctionner. Donc, il a fallu attendre d'accumuler toutes ces données. Ça demande aussi beaucoup d'énergie et de puissance de calcul. Et donc, il a fallu aussi attendre d'avoir la capacité électrique et les GPU capables de faire tourner cette technologie. Et c'est pour ça qu'il a fallu attendre vraiment ces dernières années pour que l'IA puisse être utilisée comme on le fait aujourd'hui. Alors, avec ChatGPT, en 2022, l'IA a vraiment fait un changement de cap, changement de paradigme, où avant, l'IA existait, mais c'était une IA qu'on utilisait pour classifier, pour essayer de prédire, que ce soit de la fraude bancaire ou des recommandations, systèmes de recommandations sur Amazon ou sur YouTube. Et maintenant, on a de l'IA générative, qui va nous permettre de créer du texte, créer des images, du code et des vidéos. Et donc, ça change toute la nature de l'IA et aussi toute la manière dont on l'utilise. L'IA n'est pas juste un outil, c'est un assistant désormais. Il va pouvoir travailler avec nous. Et donc, ça change toute la donne. Et ça, tout le monde l'a bien compris. ChatGPT, c'est probablement le service Internet, sur Internet, le service le plus utilisé, le plus rapidement dans l'histoire, le plus adopté, le plus rapidement dans l'histoire. Donc ici, vous voyez les courbes, et la courbe de ChatGPT, elle est presque verticale, c'est la courbe d'adoption de 1 million à 100 millions d'utilisateurs en combien de jours. Donc on est à quelque chose d'absolument impressionnant, et il faut se dire que derrière, il y a eu des ingénieurs qui ont dû réussir à mettre ça à l'échelle pour que des centaines de millions d'utilisateurs et maintenant des milliards l'utilisent. C'est absolument impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, et à quel point cette technologie était vite adoptée. Et puis, 2024, on a commencé à avoir des modèles qui pensent. Au lieu de juste générer du texte, ils réfléchissent, c'est-à-dire qu'ils génèrent une réponse qu'ils gardent pour eux ou qu'ils peuvent vous la montrer avant de vous générer la réponse finale. Et là, on commence à avoir des modèles extrêmement performants qui sont capables de planifier, de réfléchir dans le futur, un plan pour résoudre un problème et ensuite d'exécuter des tâches en utilisant des outils. Et donc en 2025, on passe à l'IA agentique, c'est-à-dire l'IA capable d'utiliser des outils. Parce que si on peut générer du texte, on peut générer une commande, et si on peut générer une commande, on peut venir l'exécuter. Et donc à partir de là, l'IA est capable de générer du code, exécuter du code, faire des appels à des API, à des services, etc. Et donc aujourd'hui, les grands leaders mondiaux de l'IA générative, c'est OpenAI, Google et Anthropic. Ce sont les trois grands leaders. Ils se battent tous un peu pour la première place dans les leaderboards des grands LLM. Et puis, il y a DeepSeek, qui est un modèle chinois open source. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger DeepSeek et l'utiliser chez vous. Il faut l'infrastructure pour le faire tourner, mais le modèle est gratuit à télécharger. Et puis, en France, il y a Mistral, qui n'ont pas forcément les meilleurs modèles, mais ils ont l'avantage d'être des modèles très petits, très efficaces en termes de performance par leur taille. Et c'est quelque chose d'européen. Et donc, si on veut une certaine souveraineté européenne, c'est aussi intéressant parfois de se dire qu'on va aller pour moins de performance et aller vers Mistral. Ça, c'est le choix que certains de clients avec qui je travaille ont fait. Mais ça, c'est plus un choix stratégique. Alors, l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle sait faire tout un tas de choses, comme rédiger des documents, de la documentation, faire des documents légaux, faire des analyses de milliers de documents. Elle sait faire de la traduction, maintenant en temps réel. On peut se parler dans des langues totalement différentes
sur des applications comme Zoom et avec certains programmes, on peut avoir de la traduction en temps réel et se comprendre comme si on parlait la même langue. C'est absolument incroyable. L'IA permet de coder, elle permet de créer des images, de créer des vidéos, ça permet de faire tout un tas de choses. Et à partir de ces capacités-là, on va pouvoir développer des applications assez impressionnantes, comme je vais vous le montrer dans les slides qui suivent, comme par exemple ici avec AlphaFold. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'AlphaFold. Il faut savoir que pendant des années, des décennies même, quand on voulait analyser une protéine, ça prenait plusieurs années. Généralement, avec un doctorat, on analysait une protéine, peut-être deux si on avait du temps ou de la chance. Aujourd'hui, AlphaFold peut faire ça en quelques secondes. On estime des centaines de millions d'années de recherche gagnées grâce à une technologie comme AlphaFold ou une technologie similaire comme GNOME qui a découvert des millions de structures cristallines, dont 400 000 jugées stables, alors qu'on avait jusqu'à maintenant, dans toute l'humanité, toute la recherche qui avait été réalisée jusqu'à maintenant, on en avait trouvé 40 000 à la main. Maintenant, on en a trouvé 400 000. Et donc ça va avoir des impacts énormes parce que AlphaFold, par exemple, ça permet de mieux comprendre les protéines et de mieux donc comprendre le corps humain, la biologie, et de créer des médicaments plus rapidement, plus efficacement, comme par exemple In Silico Medicine, qui est une entreprise qui crée des médicaments à l'aide de l'IA. Ils sont capables de générer des médicaments plus rapidement pour 10 à 100 fois moins de coûts. Donc c'est assez impressionnant. Alors évidemment, l'IA ne peut pas tout faire. Il y a des limites. L'IA peut faire des erreurs, des hallucinations, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle va inventer des choses, elle peut inventer des sources, elle peut inventer des faits, et elle peut lire ça avec énormément de confiance en elle. C'est de moins en moins le cas. Et ces modèles, les fournisseurs d'IA font d'énormes efforts pour faire en sorte que ce soit de moins en moins le cas. Mais ça arrive encore de temps à autre, et donc il ne faut pas faire confiance absolument à ce que l'IA nous dit. Ensuite, il y a le problème de l'objectivité, parce que ces IA, il faut vraiment comprendre que l'IA n'est que le reflet des données qu'on lui fournit. Et donc, si on fournit à l'IA que des documents d'extrême droite, l'IA sera d'extrême droite. Si on lui fournit que des documents d'extrême gauche, elle sera d'extrême gauche. Et donc, forcément, notre IA, les IA qu'on utilise, elles sont créées dans une certaine culture, dans une certaine idéologie. Les gens qui créent ces IA font partie d'une certaine classe sociale. Et donc, ils vont, dans ces IA, venir injecter leur biais, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et donc, il faut faire attention à ça. Par exemple, DeepSeek, si vous lui parlez de Taïwan, DeepSeek va vous dire que Taïwan n'est pas un pays indépendant. Taïwan, d'après DeepSeek, est une province de la Chine. Parce que l'IA était entraînée dans l'idéologie chinoise. Et donc, il faut faire attention. L'IA n'est pas un cerveau de remplacement, comme j'ai écrit ici. L'IA est un exosquelette. Ça vous permet de réfléchir plus vite, mais pas de réfléchir pour vous. Cependant, l'IA a quand même énormément d'impact. On le voit déjà maintenant, et je vais vous montrer avec tout un tas de chiffres, mais on prédit que dans le futur, l'IA aura jusqu'à 15 points d'impact sur le PIB mondial sur 10 ans. On parle de 20 000 milliards d'impact économique cumulé, des centaines de milliards dépensés dans l'infrastructure. C'est un énorme marché. C'est probablement la technologie qui amène le plus, comment dire, qui fait bouger le plus de capital qu'on a vu dans l'histoire récente humaine. C'est assez impressionnant. Sur le terrain, on voit en général que l'IA, ça permet de gagner du temps, ça permet d'être plus productif, en particulier chez les juniors, parce que forcément, les gens qui sont déjà expérimentés dans un domaine, ben, ils savent faire et donc ils ont moins besoin d'assistance. Mais les juniors, c'est ceux qui sortent des écoles pour arriver dans les entreprises et qui ont besoin de formation. Ben là, ils ont vraiment un énorme gain grâce à l'IA parce qu'ils peuvent résoudre des problèmes plus facilement avec moins d'assistance de seniors. En particulier, on voit sur différents secteurs, il y a différents gains. Par exemple, moi, je code, je travaille beaucoup dans l'infrastructure et dans le développement de software, et ici, on voit un énorme impact en termes de performance. D'après les rapports, plus 26% de tâches complétées avec l'assistant de code. De mon expérience personnelle, je vais quasi 10 fois plus vite avec l'IA qu'avant. Je code beaucoup plus vite, j'analyse beaucoup plus vite les choses, je crée de la documentation beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable, et ça permet de faire
des choses aujourd'hui que je fais chez moi à la maison pour moi personnellement, qui m'auraient demandé des équipes entières et que je peux faire tout seul désormais. Mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont impactés, comme le support client, forcément. Donc, on voit beaucoup l'IA être utilisée comme chatbot pour aider les clients à résoudre leurs problèmes, pour aider aussi les agents dans les call centers à résoudre les problèmes des clients. On voit l'IA aussi être beaucoup utilisée en médecine pour faire de la détection sur des radios, par exemple, détection préventive. L'IA peut détecter des cancers bien plus tôt qu'un médecin peut les voir. Récemment, j'ai été chez le dentiste, il a pris une radio de ma bouche, il a pris sur un bouton, et puis soudainement, il y avait un surlignage sur tout un tas de parties de ma dent qui présentait, et il voyait instantanément là où il y avait des caries, là où il y avait des soucis. Et ça, c'est grâce à l'IA. Alors en Europe, l'IA est de plus en plus adoptée. On voit en moyenne dans l'Union européenne à peu près 20% des entreprises qui utilisent de l'IA. La Scandinavie est absolument en tête à ce niveau-là. Ils ont jusqu'à de 35 à 42% d'adoption. Étrangement, la France n'est encore qu'à 18%, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses potentiellement à faire avec l'IA qu'on va encore découvrir. Cette adoption, elle se fait beaucoup plus dans les grandes entreprises que dans les petites. Ça, c'est pas trop étonnant parce que plus une entreprise est grande et plus il y a de l'administration, plus il y a du travail de papier, plus il y a de process qui peuvent être automatisés et simplifiés par l'IA. Alors que dans une petite entreprise comme une boulangerie, on voit forcément beaucoup moins un intérêt à utiliser de l'IA. Alors, dans les entreprises, où est-ce qu'on utilise l'IA? Beaucoup dans le marketing, pour faire de l'analyse de segments, de la génération de contenu, essayer de mieux comprendre ses clients et mieux les targeter. Évidemment aussi dans tout ce qui est administratif, tout ce qui est gestion de documentation, analyse de documents, rédaction de documents, mais aussi dans tout plein d'autres domaines comme la finance, pour la détection de fraude, ou la production, la logistique, etc. Même si, effectivement, d'après Eurostat, la logistique serait le domaine qui a le moins d'adoption de l'IA, même s'il y a tout un tas, en réalité, d'opportunités là-dedans aussi, comme la prévision de demande et la gestion de stock automatisée par l'IA. Et donc, forcément, l'IA, ça impacte le travail énormément. On estime à peu près 60% d'emplois exposés dans les économies avancées, 40% au niveau mondial. Mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui vont être créés. Donc, c'est pas forcément. Quand je dis emplois exposés, ça ne veut pas dire des gens qui risquent de perdre leur job, mais en tout cas des gens comment dire, qui utilisent l'IA ou qui sont forcés à utiliser l'IA par leur entreprise. Mais l'IA, ça va aussi créer de nouveaux emplois, que ce soit des prompt engineers ou des data scientists. Le but n'est pas de remplacer nécessairement l'homme, même si dans certains domaines, c'est ce qui risque d'arriver, mais dans d'autres domaines, on va créer de nouveaux emplois. Donc, comme ici, il faut vraiment voir ça comme une technologie extrêmement révolutionnaire, à la même manière où on avait la révolution industrielle qui a changé tout le travail manuel. Aujourd'hui, c'est une révolution intellectuelle qui va changer tout le travail des personnes qui sont derrière un PC à travailler. Donc, c'est une autre classe sociale qui va être impactée. Mais si vous arrivez à utiliser l'IA, vous pouvez gagner un avantage compétitif énorme comparé à ceux qui ne l'utilisent pas. Alors, parlons un peu de cas concrets. Donc, j'ai déjà parlé un peu de santé, mais il y a aussi dans d'autres domaines comme la finance, un énorme gain grâce à l'IA. JP Morgan estime 360 000 heures sauvegardées par an, beaucoup moins d'efforts pour tout ce qui est analyse de contrats, analyse de claims, etc. Renault, par exemple, a fait à peu près 600 millions d'économies. Dans les économies dans l'industrie, on voit effectivement des gains énormes en termes de performance, de productivité, et donc ça ramène à tout un tas de gains en termes de profit importants. Par exemple, Klarna estime avoir réussi à remplacer l'équivalent de 700 temps plein grâce à leur chatbot qui permet de répondre aux problèmes de leurs clients. Et donc, au lieu d'avoir tout un tas de call centers outsourcés, maintenant, c'est leur assistant IA qui gère ça, quasi totalement.
Il leur reste une petite équipe pour gérer certains cas particuliers, mais c'est une IA qui gère la plupart du travail. On voit dans le secteur public aussi des analyses d'images satellites qui permettent de détecter des piscines taxables qui n'ont pas été déclarées. Ça, c'est assez amusant. Et donc, dans le secteur public, on utilise aussi l'IA pour essayer d'être un peu plus efficace sur ce genre de choses. Dans l'éducation, bah, évidemment, l'IA a tout un tas d'impacts parce que ça va permettre aux étudiants qui le désirent d'apprendre beaucoup plus vite. Parce que grâce à l'IA, on peut avoir un tuteur privé. Alors, en contrepartie, il y a aussi effectivement des étudiants qui vont utiliser ça pour être paresseux et pour pas forcément apprendre plus vite, mais plutôt faire les choses à leur place. Et donc ça, il y a tout un, comment dire, il y a tout un travail à faire au niveau de l'éducation pour s'assurer que les étudiants utilisent l'IA correctement et pas pour remplacer leur cerveau. C'est ce qui n'est pas toujours évident. J'ai donné le cours pendant tout un temps et je peux vous le dire. Et puis évidemment, tout ce qui est logiciel et développement. Donc ça m'impacte personnellement et je vois effectivement un changement total du travail. Le travail n'est plus le même depuis que l'IA a été développée. C'est absolument, absolument incroyable. Alors en termes d'enjeux et de risques, donc pour gouverner l'IA, c'est-à-dire que bah, l'IA, effectivement, ça pose tout un tas de problèmes. On a parlé de biais, il y a le problème de la confidentialité des données, il y a le problème de la propriété intellectuelle, de l'impact environnemental. Et donc, avec ça, il y a eu tout un tas de réglementations qui ont été inventées, en particulier au niveau de l'Union européenne. Donc, les biais, on en a déjà parlé. Comme j'ai dit, l'IA n'est que le reflet des données qui lui ont été fournies. Et par exemple, Amazon, en 2018, ont essayé de créer une IA de recrutement pour faciliter le recrutement. Le problème étant que ben, ça pénalisait les CV féminins. Et donc, le projet a été abandonné. D'autres boîtes ont essayé de faire ça depuis, et il me semble que maintenant, ça commence à redevenir quelque chose de possible. Mais il a fallu faire ce travail sur le biais qui n'était pas évident, surtout en particulier en 2018. Il y a eu aussi l'expérience de Compas, c'est-à-dire, ça c'était le but c'était de faire de la justice prédictive, c'est-à-dire essayer d'analyser une population et de prédire à l'avance est-ce qu'il y avait des risques de crimes, de criminalité. Alors on est totalement dans le film de Tom Cruise dont j'ai oublié le nom. C'est totalement dystopique. Et effectivement, ça a posé tout un tas de problèmes de biais ratio, et donc le programme a été abandonné aussi. Hop, je passe un peu certaines choses. Il y a aussi le problème de la propriété intellectuelle. Ça, c'est un peu une terre inconnue. C'est-à-dire que si un document est disponible en ligne, imaginons un article de presse, bah, tout le monde peut le lire. Et donc, les IA, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles vont le lire aussi. Mais, par exemple, le New York Times n'est pas d'accord. Parce que si les IA s'entraînent sur leurs textes, c'est pas parce que leurs textes sont disponibles publiquement, gratuitement. Le New York Times a décidé qu'eux n'avaient pas forcément donné l'accord pour que ces IA s'entraînent. Et ça, c'est un gros problème parce que les IA ont besoin de beaucoup de données. Donc, s'il faut commencer à demander l'accès à chaque personne, ça va être absolument impossible. Et donc, ça, on a ce problème-là. Mais d'un autre côté, cette technologie a déjà absorbé toutes ces données-là. Et on ne peut pas faire le tri facilement parce que quand on parle de zettabytes de données, qu'est-ce qui se trouve dans ces données? C'est presque impossible de filtrer. C'est presque impossible de savoir qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qu'on n'a pas récolté. On n'a pas le temps, en tant qu'être humain, de faire le tri de tout ça. Et donc, il y a tout un tas de problèmes parce que ben, les IA ont utilisé tout un tas de données, parfois des données qu'ils avaient le droit, parfois des données qui n'avaient pas le droit, et parfois des données, comme dans le cas du New York Times, où le droit est un peu ambigu. Et donc, il y a tout un tas d'attaques en justice en cours où on essaye un peu de déterminer qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Et donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de réponse à ce niveau-là. À part sur le fait, ici aux États-Unis, en 2023, à travers la justice, on a déterminé que le copyright ne s'appliquait pas sur les œuvres qui étaient 100% générées par IA. Alors ça s'applique aux États-Unis. On peut s'imaginer que ça va très rapidement arriver aussi en Europe. Au niveau de l'empreinte écologique, il faut savoir quand même que les IA, ça consomme énormément d'énergie. ChatGPT, une requête, c'est à peu près 10 fois l'énergie d'une requête Google. Ça semble pas beaucoup, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a quand même tout un tas d'agents qui interagissent les uns avec les autres. C'est-à-dire que
de plus en plus, les requêtes qu'on envoie à ces IA, ce ne sont pas des humains qui envoient ces requêtes, c'est d'autres IA. Donc les IA parlent entre elles de plus en plus, et c'est là où il y a un coût énergétique énorme. Mais heureusement, il y a aussi des avantages écologiques parce que l'IA va permettre d'améliorer l'efficacité de nos systèmes électriques au niveau national. On va pouvoir avoir de l'agriculture de précision, mieux gérer la gestion des déchets en optimisant la logistique des déchets, etc. Et donc, l'IA, c'est du bon et c'est du mauvais quand il s'agit du problème écologique. Et donc face à tout ça, il y a des régulations qui ont été développées, en particulier au niveau de l'Union européenne, même si beaucoup de pays suivent ce que l'Union européenne fait. Et ici, je parle particulièrement de l'AI Act, c'est-à-dire que on a déterminé en Europe qu'il y avait plusieurs types d'IA, et en fonction de la dangerosité de l'IA, on aurait plus ou moins d'obligations. C'est-à-dire que pour des badge filtres anti-spam pour une boîte mail, par exemple, eh ben, pas ou peu d'obligations, basiquement. Ça ne change pas grand-chose. Par contre, pour des systèmes à haut risque, pour la santé, pour la justice, là où on peut effectivement avoir des biais ou des préjudices sur des personnes, là, il faut faire des tests, il faut tout documenter, il faut bien contrôler et se préparer s'il y a des audits qui toquent à votre porte, de pouvoir démontrer que les tests ont été réalisés et que l'IA est utilisée de la bonne manière. Et puis, il y a aussi tout un tas d'IA qui sont totalement interdites, que ce soit manipulation de personnes, ce qui paraît évident, tout ce qui est usage biométrique, ce qui est autorisé dans certains cas très très particuliers, ou tout ce qui est social scoring, par exemple comme en Chine, où vous avez un score social en fonction de si vous êtes un bon ou un mauvais citoyen, et ça c'est géré par IA, et en Europe ça a été totalement rendu illégal grâce à cet AI Act. Un point important tout de même de l'AI Act, c'est la transparence. C'est-à-dire que si vous utilisez un chatbot pour parler à vos clients dans une entreprise, les clients doivent être au courant. Ils doivent savoir à tout moment s'ils parlent à un chatbot ou s'ils parlent à un être humain. Ça va maintenant être écrit dans la loi. Donc, c'est pas encore appliqué maintenant, mais ça arrive dans les prochains mois, il me semble. Et donc, il faut absolument que l'utilisateur soit au courant qu'il parle à un chatbot et pas une personne. Alors, si on regarde un petit peu maintenant dans le futur, on a vu que de 2022 à 2024, l'IA était vraiment un assistant où les gens utilisaient pour lui poser des questions, résoudre des problèmes. 2025, on a vraiment eu la sortie des agents, c'est-à-dire des IA qui ne font pas que assister, mais qui exécutent des tâches, parfois de manière quasi totalement autonome. Et de plus en plus, maintenant, ce qu'on voit, ce sont des systèmes multi-agents qui sont en train de venir maintenant, c'est-à-dire des systèmes où on peut imaginer ce scénario, vous avez besoin de réparer, imaginons, je sais pas, une pièce d'équipement, ben, vous demandez à votre agent de trouver un réparateur, l'agent, il va négocier avec des agents d'entreprise qui sont capables de faire ça, ces agents d'entreprise, ils vont négocier avec des agents fournisseurs, et puis plusieurs solutions seront proposées en retour, et vous pouvez décider en tant qu'utilisateur de choisir une ou l'autre solution. Donc là, c'est vraiment le travail d'un secrétaire qui est totalement remplacé par une IA à ce niveau-ci. Enfin, totalement, mais en grande partie. Ensuite, on voit que cette agentivité, ça évolue dans énormément de domaines. Donc, comme j'en parlais avec Klarna, donc pour tout ce qui est service client, mais il y a aussi Harvey, qui est un modèle, un agent pour tout ce qui est analyse juridique, pour rédiger des contrats et résoudre des situations juridiques complexes. Mais il y a aussi GitHub Copilot si vous voulez développer du code, ou Salesforce Agentforce. Ça, c'est pour tout ce qui est la gestion de clients, CRM. Et donc, on voit effectivement que ces IA sont un peu partout. Il n'y a pas vraiment de domaine où l'IA n'est pas appliquée, à part effectivement les domaines manuels où l'IA a beaucoup d'impact. Et donc jusqu'à maintenant, on produisait nous-mêmes, on maîtrisait les choses nous-mêmes et en tant que manager ou en tant qu'acteur, on produisait nous-mêmes. Mais de plus en plus, avec l'IA, on va venir superviser l'IA, créer des processus à travers l'IA, et on va de plus en plus être plus un arbitreur et un validateur
de ce que l'IA fait, parce que la valeur ajoutée de l'humain reste sa capacité à prendre des décisions éthiques ou des décisions en fonction de certains contextes spécifiques que l'IA ne peut pas comprendre. Mais l'IA va pouvoir faire tout le reste, de plus en plus. Et pour un dernier petit slide, pour parler des tendances qui vont émerger dans le futur, il y a l'IA physique. Donc ça, c'est beaucoup en Chine. On voit ça, de plus en plus de travail au niveau des robots, pour des robots de plus en plus autonomes. C'est-à-dire des robots qui sont capables d'aller dans une usine et de travailler comme un être humain en se déplaçant et en déplaçant des objets et en réalisant des tâches avec des outils. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver petit à petit, beaucoup plus en Chine, comme je le dis. Je n'ai pas trop vu ça en Europe. Il y en a un peu aussi aux États-Unis. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Mais c'est quelque chose qui évolue assez vite. Il y a tout ce qui est Edge et Private AI. Ça, c'est l'idée que les modèles sont de plus en plus performants, en particulier les petits modèles. Les modèles qui peuvent tourner sur votre téléphone ou sur une petite machine comme un laptop ou autre chose. Et donc, on peut imaginer très bientôt que tous ces grands modèles d'IA qui consomment énormément d'énergie vont être remplacés par des plus petits modèles, plus efficaces et plus locaux. Ce qui est mieux en termes déjà de vie privée et aussi en termes d'impact écologique. Si on peut avoir des modèles plus petits et plus efficaces, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors pour la science, je vous en ai déjà parlé, on parle de centaines de milliers d'années d'études gagnées dans la recherche protéique. Il y a tout un tas d'autres domaines de recherche qui gagnent énormément grâce à l'IA. Le temps de recherche, le temps d'écrire, de rédiger un article, de lire toute la littérature, tout ça, ça peut être réduit grâce à l'intelligence artificielle et on peut se focaliser sur les choses beaucoup plus importantes et à impact comme les expériences à réaliser plus spécifiquement. Un truc important qui va arriver dans le futur aussi, c'est la preuve d'humanité. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu des systèmes comme CAPTCHA. Si vous avez peut-être déjà vu de temps à autre, quand vous allez sur le net, vous devez cliquer sur un truc qui dit «Je ne suis pas un robot». Et ces systèmes sont de moins en moins performants. Parce que le problème, c'est que les IA sont de plus en plus capables de faire semblant d'être un être humain. Et donc, on va devoir développer, et ça, je pense que c'est un problème qui n'a pas encore de solution évidente, il va falloir pouvoir développer un système pour prouver que quand on parle à quelqu'un, la personne en face de nous, c'est bel et bien un être humain. Ça va être de moins en moins évident à prouver ça sur les réseaux. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact économique de l'IA est assez réel et on peut déjà le mesurer aujourd'hui en termes d'efficacité, de productivité, d'heures gagnées. On voit des écosystèmes d'agents qui sont en train de se développer de plus en plus. Moi, je travaille chez Belfius, donc, qui est une banque en Belgique, et on crée de plus en plus d'agents qui interagissent ensemble, des agents RH, des agents administratifs, des agents pour gérer les systèmes de pension, des agents pour détecter la fraude. Ils interagissent de plus en plus les uns avec les autres pour faire des analyses et pour rendre la vie plus facile à toutes les personnes qui travaillent chez Belfius et aussi aux clients de Belfius. Ensuite, il y a le problème de la gouvernance, qu'il faut absolument, il faut absolument faire attention à ça, que ce soit au niveau des biais, que ce soit au niveau de respecter les régulations qui évoluent de plus en plus. Parce que, effectivement, soit on anticipe tout ça, soit on subit la réalité du risque. Et donc, je terminerai avec cette citation de John Culkin qui nous dit « Nous façonnons des outils, puis ce sont eux qui nous façonnent ». Et c'est évident parce que l'IA est en train de changer totalement la manière que l'on a de travailler dans beaucoup de domaines. Et donc, je pense qu'on ne fait que voir le début de cette révolution qui va bientôt absolument être... ça va changer toute la face du monde du travail et peut-être du monde tout court. Allez, on va s'arrêter là. Il est 19 heures. Merci beaucoup à vous, Judy Kael. C'était à la fois extrêmement pointu, on l'a tous vu, et extrêmement pédagogique, comme à votre habitude. Merci beaucoup à vous. On a tous beaucoup appris. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire.